Nous allons évoquer le bilan d'hypertension artérielle pour pouvoir bien comprendre les différents éléments qu'il contient et vous aider au quotidien sur cet élément de prise en charge de nos patients lors d'un bilan programmé. Donc simplement pour vous dire que l'hypertension artérielle est une maladie qui est excessivement fréquente. On estime entre 10 et 15 millions de personnes souffrant d'une hypertension artérielle en France. Probablement que la moitié d'entre eux ne sont pas diagnostiqués et sur ceux qui restent, eh bien, on estime que le contrôle est insuffisant et qu'il provoque malheureusement des événements cardiovasculaires très fréquemment. Il multiplie, vous voyez, par 7 le risque de faire un accident vasculaire cérébral, par 4 de développer une insuffisance cardiaque, par 3 celui de développer une coronaropathie et par 2 de développer une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il est également un très grand pourvoyeur d'insuffisance rénale chronique et du coup de risque de mise en dialyse à terme. Donc, au cours de l'hospitalisation, on va bien sûr évaluer le niveau de pression artérielle des patients qui viennent pour leur bilan. Cela peut être fait sur une mesure semi-ambulatoire, comme je vous l'avais présenté dans le chapitre sur la mesure de pression artérielle et également par une mesure ambulatoire de la pression artérielle, ce que nous faisons quasi systématiquement sur une première évaluation d'hypertension artérielle, et ce afin de s'affranchir d'un effet blouse blanche. Le but de l'hospitalisation est également de grouper des examens pour évaluer le retentissement sur les atteintes d'organes cibles de l'hypertension artérielle. Le fait d'avoir un niveau de pression artérielle trop élevé de façon chronique peut provoquer des dégâts, notamment au niveau cardiaque. Et au niveau cardiaque, donc on va faire un électrocardiogramme à tous les patients et regarder sur cet électrocardiogramme si on retrouve des signes d'hypertrophie du ventricule gauche, c'est-à-dire une augmentation d'amplitude des voltages qui sont observés. Donc il y a plusieurs index que je vous cite à titre d'exemple qui vont nous permettre d'évaluer s'il y a un signe d'hypertrophie ventriculaire gauche, d'épaississement donc du cœur lié à l'hypertension artérielle. Ça peut être par exemple l'index de Sokolov où on mesure l'onde S en V1 et l'onde R en V5 ou V6, la plus grande des deux. Et si ça fait plus de 35 mm, c'est un signe d'HVG. Il y a d'autres index qui sont plus performants, notamment ça peut être l'index de Cornell où on associe l'onde S en V3 et l'onde R en AVL. Et si on est à plus de 28 mm chez l'homme ou 20 mm chez la femme, c'est un signe d'hypertrophie ventriculaire gauche. On a également le produit du Cornell, donc on mesure le Cornell et on multiplie par la largeur du QRS, et si on est à plus de 2440, eh bien c'est un signe d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et le dernier, c'est l'onde R en AVL, si elle fait plus de 11 mm, c'est également un signe d'hypertrophie ventriculaire gauche. Le CG nous donne certains éléments, mais l'échographie apporte d'autres précisions, et notamment elle peut rechercher des signes de cardiopathie hypertensive. Donc on peut mesurer, vous voyez sur la partie gauche du dessin, l'épaississement des parois, donc le septum interventriculaire, la paroi postérieure du ventricule gauche, et ça va nous donner une idée de la masse ventriculaire gauche et voir si elle est trop élevée en cas de cardiopathie hypertensive. On va également mesurer les paramètres de fonction diastolique et le volume de l'oreillette gauche. En fait, la fonction diastolique est souvent un signe de rigidité du cœur quand elle s'altère, et notamment l'hypertension artérielle peut provoquer de la dysfonction de la diastole et une dilatation de l'oreillette gauche, qui peut être le premier signe précurseur à terme d'un risque d'insuffisance cardiaque. Donc cette échographie nous apporte des paramètres importants. On vous fait également doser le NT-proBNP, et j'insiste sur le fait que ce soit le NT-proBNP et pas le BNP, parce que le NT-proBNP, on a fait plusieurs travaux, notamment à la Croix-Rousse, à ce sujet-là, et on a démontré que le NT-proBNP était un très bon prédicteur de l'atteinte cardiaque, de la cardiopathie hypertensive, notamment de son hypertrophie, et également un très fort prédicteur des événements cardiovasculaires et de la mortalité cardiovasculaire. Donc j'insiste, c'est bien le NT-proBNP et pas le BNP qu'il faut doser. Le BNP n'a quasiment rien démontré dans l'hypertension artérielle. L'autre organe qu'il est très important d'évaluer, c'est le rein, puisque le rein peut être abîmé par l'hypertension artérielle, ce qu'on appelle la néphroangiosclérose. C'est une lésion des petits vaisseaux, des artérioles afférentes du rein, à cause de l'hypertension. Et ça va nous provoquer un tableau souvent avec
un peu de microalbuminurie, donc c'est pour ça qu'on vous fait faire des recueils de 24 heures d'urine, afin d'évaluer la microalbuminurie des 24 heures. Euh, et parfois, dans les formes les plus sévères, même une protéinurie macroscopique peut apparaître. Et enfin, la fonction rénale est évaluée par la créatininémie et le CKD-EPI. Donc ces facteurs sont très importants car ils sont également pronostiques dans l'hypertension artérielle. Quand on observe cette atteinte d'organes cibles, le pronostic est moins bon avec risque d'événements cardiovasculaires et d'insuffisance rénale. L'autre volet du bilan d'hypertension artérielle qui est très important, c'est de rechercher la cause de l'hypertension artérielle. Alors, il n'y en a pas toujours, et c'est vrai quand on prend toutes les hypertensions ambulatoires, il y a 9 chances sur 10 qu'il n'y ait pas de cause apparente de l'hypertension artérielle. Mais dans les patients qu'on fait venir pour des bilans, ce sont des patients qui ont des caractéristiques spécifiques pour lesquelles le risque de trouver une cause secondaire, c'est-à-dire un élément très précis qui provoque l'hypertension artérielle, est probablement de l'ordre de 20 à 25% dans une population un peu triée. Et donc ça peut être des causes endocrines comme l'hyperaldostéronisme primaire, le phéochromocytome ou le syndrome de Cushing, des causes rénales, notamment rénovasculaires, on va les voir, et des causes de néphropathie parenchymateuse et beaucoup plus rarement la coarctation de l'aorte, qui est un rétrécissement de l'aorte au niveau de sa partie descendante et qui va provoquer une hypertension aux membres supérieurs et une baisse de pression de perfusion des reins. Alors l'hyperaldostéronisme primaire, on vous demande de faire un recueil standardisé de rénine et aldostérone en position couchée pour éviter essentiellement l'élévation de rénine liée à la position debout. Une fois que le patient a cette mesure couchée, on peut demander une mesure en déambulation pour voir la réactivité du système. Mais le diagnostic précis d'hyperaldostéronisme primaire se fait dans une position standardisée, donc couchée ou assise. Et pour être sûr que tout se passe pour le mieux en hospitalisation, souvent on le fait en position couchée et le patient ne doit pas se lever sur la seconde partie de la nuit. Si l'aldostérone est élevée et la rénine est basse, on évoque un hyperaldostéronisme primaire. On va faire un scanner pour regarder les surrénales, s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions néoplasiques. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. On va plutôt trouver éventuellement un nodule surrénalien. Donc vous avez une petite flèche blanche sur le scanner qui vous montre un nodule là de la surrénale gauche. Et puis une fois qu'on a fait ce bilan d'hyperaldostéronisme primaire, selon le profil patient, on peut proposer de faire un cathétérisme des veines surrénaliennes pour savoir s'il existe une sécrétion latéralisée d'aldostérone, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule des deux surrénales qui a une production trop intense, et si c'est le cas, on peut proposer potentiellement une chirurgie de surrénalectomie. Si ce sont les deux surrénales qui travaillent trop, et bien là, ça sera un traitement médicamenteux spécifique par la spironolactone. Et si le patient ne souhaite pas à terme avoir de chirurgie, on ne fait souvent pas de cathétérisme des veines surrénaliennes et on propose en premier lieu un traitement médical. On recherche également un excès de cortisol qu'on appelle l'hypercorticisme et c'est pour ça qu'on réalise un dosage du cortisol libre urinaire de 24 heures. Ce dosage nécessite un recueil d'urine de 24 heures pour pouvoir le mesurer et nécessite également de noter sur la feuille de biologie la diurèse des 24 heures, faute de quoi on ne pourra pas avoir l'analyse du cortisol libre urinaire. D'autres méthodes peuvent être réalisées qu'on ne fait pas en pratique dans l'unité, le cortisol salivaire à minuit, ou le test de frénation à l'hexaméthasone que l'on fait faire souvent en patients en ambulatoire quand on a un cortisol libre urinaire qui est augmenté. Et si on a des anomalies de ces premiers éléments, on va faire un cycle du cortisol et de la CTH pour voir en fonction du profil qu'on obtient si on s'oriente vers un hypercorticisme périphérique ou un hypercorticisme central. Il y aura des examens spécifiques et souvent on passe la main ensuite à l'endocrinologue pour la suite de la prise en charge. Il existe une forme assez rare d'hypertension artérielle qui s'appelle le phéochromocytome, qui est une tumeur de la médulo-surrénale pour lequel on va doser pour la détecter les dérivés méthoxylés plasmatiques ou urinaires. Et ces dérivés méthoxylés sont très élevés dans le phéochromocytome. Si on a cette anomalie-là, on va faire un scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher une masse tumorale, la plupart du temps sur la surrénale et plus rarement en dehors de la surrénale. On parle alors de paragangliome. Et souvent, on fait une confirmation métabolique
par de la médecine nucléaire pour s'assurer qu'il s'agit bien du phéochromocytome ou du paraganglion. On fait également régulièrement soit des Dopplers des artères rénales, soit des scanners injectés au niveau des artères rénales pour rechercher une hypertension rénovasculaire, c'est-à-dire une hypertension qui est liée à un rétrécissement d'une artère du rein. Ça peut être soit ce qu'on appelle la dysplasie fibromusculaire, qui est une maladie avec potentiellement un terrain génétique un peu spécifique et qui peut être aggravé par les facteurs de risque, notamment le tabagisme, et qui provoque les images que vous voyez B et D lors d'artériographie. Alors soit un collier de perles, c'est une atteinte multifocale, soit en B, une atteinte unifocale. Visible en artériographie rénale ou en scanner. Et sur la droite, vous voyez là une sténose athéromateuse de l'artère rénale, donc c'est plutôt lié aux facteurs de risque cardiovasculaire en général, notamment le tabagisme qu'on observe ces anomalies. Dans le bilan, on va également rechercher les facteurs modifiables qui peuvent favoriser l'hypertension artérielle. Donc, les paramètres anthropométriques permettent de dépister une obésité. Et on va également rechercher un excès d'apport sodé qui peut favoriser l'hypertension artérielle. Donc, il est également important de mesurer la natriurèse des 24 heures sur le ionogramme urinaire, bien quantifier la diurèse de nouveau, car la natriurèse des 24 heures va nous permettre d'estimer la consommation sodée du patient et de pouvoir lui proposer de faire des efforts de ce côté-là s'il a une consommation excessive. Et on essaie d'avoir l'entretien avec la diététicienne qui va faire l'enquête alimentaire et qui va aider le patient à corriger ses erreurs alimentaires. On recherche également les autres facteurs de risque cardiovasculaire car ils vont augmenter le risque d'événements en association avec l'hypertension artérielle, notamment un diabète avec la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, une dyslipidémie avec un bilan du cholestérol total, LDL, HDL et triglycérides, et un dépistage du syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec souvent une saturation nocturne pour commencer et éventuellement un avis d'experts en médecine du sommeil si on suspecte une apnée du sommeil à notre patient hypertendu. On essaie toujours de traiter la cause de l'hypertension artérielle, c'est pour ça que le bilan étiologique est important. Les hypertensions endocrines comme l'hypercorticisme, le phéochromocytome et l'hyperaldostéronisme primaire, quand les patients peuvent être opérés, ça peut améliorer nettement la situation. Et quand ils ne peuvent pas, on va mettre en place un traitement spécifique, notamment pour l'hyperaldostéronisme primaire, la spironolactone. En cas de coarctation de l'aorte, on peut proposer une chirurgie pour lever l'obstacle et ça peut améliorer franchement la situation. Et en cas de sténose athéromateuse des artères rénales ou de dysplasie fibromusculaire, on pourra discuter au cas par cas de la réalisation d'une angioplastie de l'artère qui est rétrécie afin d'améliorer également la situation du patient. Et si on n'a pas de cause très spécifique à traiter ou si le traitement de la cause est insuffisant pour contrôler la pression artérielle, eh bien on va mettre en place des traitements antihypertenseurs spécifiques. Et ces traitements, ils sont très importants dans la prévention cardiovasculaire, comme vous le voyez sur cette méta-analyse qui comporte quasiment 300 000 patients. On démontre que baisser la pression artérielle systolique de 5 mm de mercure avec un traitement antihypertenseur fait diminuer de 10% les événements cardiovasculaires. Donc c'est notre rôle à tous d'expliquer aux patients que la mise en place d'un traitement antihypertenseur est là pour le protéger et limiter un risque de faire un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, de développer une insuffisance rénale ou une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Voilà, c'était tous les petits éléments que je voulais vous donner ce jour concernant le bilan d'hypertension artérielle.